Bon mercredi à tous. Alors, Violette Affleck, la fille de Ben Affleck et Jennifer Garner, vient d'avoir 18 ans et elle fait déjà le buzz pour avoir témoigné devant le conseil du comté de Los Angeles. Elle a lancé un appel émouvant en faveur du port du masque obligatoire. Elle souhaite que tout le monde porte un masque. En plus, nous avons George Clooney, qui a rédigé une tribune pour le New York Times, lançant un appel tout aussi émouvant pour que Joe Biden se retire. Mais d'abord, la semaine dernière, c'était « Elle croit que la Terre est plate ». Mais aujourd'hui, les médias sionistes essaient de convaincre le public que je suis pire qu'une adepte de la Terre plate. Je suis, vous l'avez deviné, une négationniste de l'Holocauste. Quand vont-ils enfin se lasser de ces jeux? Je sais que moi, je ne m'en lasserai pas. Voilà ce qui vous attend dans Candace. Mon pauvre attaché de presse, il se réveille le matin et il a des messages de journalistes. Est-ce vrai? Candace a-t-elle dit cela? Comment a-t-elle pu dire ça? Et tout le monde sait ce qui se passe. Ils regardent l'émission, les journalistes, chaque minute de l'émission et ils cherchent juste un extrait de 4 secondes qu'ils peuvent sortir de son contexte, le déformer et l'envoyer à tous leurs amis journalistes. Et c'est ce qu'ils font. Nous avons une cellule des médias sionistes. Nous avons des personnes qui travaillent à promouvoir les intérêts d'Israël et c'est pour cela qu'ils continuent à me sortir de leur contexte. Mais honnêtement, je m'en fiche complètement. J'espère juste qu'ils comprennent que je ne suis pas comme les autres. Je m'en fiche. Je suis différent. Je m'en fiche. J'aime vraiment ce passage d'Andrew Tate, mais c'est très vrai. Je sais simplement que j'ai été fait pour ce moment précis dans le temps. J'ai le courage et je me sens tellement encouragée. Ce qui est étrange, c'est à quel point je suis heureuse chaque jour. Et ce matin, j'ai commencé ma journée par une très longue interview avec Russell Brand. Et cela faisait un bon moment que je n'étais pas passée dans son émission. Et c'était vraiment génial de lui parler car nos parcours se sont croisés de façon assez étrange à plusieurs reprises. C'est lors d'une interview avec Russell Brand à Londres que j'ai rencontré mon mari pour la première fois. J'étais tristement célèbre pour avoir eu 3 heures de retard lorsque j'ai rencontré mon mari parce que j'enregistrais le podcast de Russell Brand. Et au même moment, nous avons tous les deux été poussés vers la foi, comprenant que la politique découle de la question de la foi et que le clivage gauche-droite, républicain-démocrate ou encore Tory-travailliste, tout cela ne veut rien dire si l'on ne comprend pas que cela a toujours été une question de bien contre le mal. Et nous avons eu une conversation incroyable. Et je vous le dis, ça va faire exploser Internet. Les gens vont être extrêmement contrariés. Je crois qu'il a dit que ça sortait dans quelques jours. Mais je voulais quand même vous en partager un extrait parce que je peux le faire. Je peux vous offrir une petite avant-première de cette conversation. Écoutez ça. Ce sont les méchants. Les chrétiens sont toujours les méchants. À chaque fois qu'on apprend l'histoire des chrétiens, on est toujours les méchants. On apprend l'Inquisition espagnole, on nous ment sur ce qui s'est réellement passé à cette époque parce que ça donne une mauvaise image des catholiques et des chrétiens. Vous savez, on nous parle des âges sombres et de l'âge des Lumières. Les âges sombres n'étaient pas sombres. C'était une époque de progrès chrétien remarquable, d'expérimentation chrétienne remarquable. Et donc, je suis aujourd'hui très passionnée par l'idée d'utiliser ma plateforme pour éveiller les chrétiens à travers le monde, parce que je crois que lorsque les chrétiens seront éveillés, beaucoup des maux dans le monde cesseront. Il me semble que peut-être certaines des choses que tu décris, et tu en décris beaucoup, Candice, eh bien peut-être qu'en quelque sorte, le christianisme, à travers ses différentes formes d'institutionnalisation, s'est imbriqué dans le pouvoir, que ce soit par le catholicisme romain et l'établissement du Vatican, ou même la conversion de Constantin. Il semble qu'au moment où le pouvoir et le christianisme se sont mêlés, je suppose que je parle du pouvoir politique, il y a eu une complexité qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons véritablement dans une ère individualiste, matérialiste, progressiste et post-rationnelle, post-lumière, où le christianisme se retrouve en quelque sorte enlisé avec de vieilles idées abandonnées, d'une certaine manière remplacées par certaines formes de progressisme sur lesquelles tu t'es beaucoup concentré dans ta vie précédente. Et je suppose qu'il y a une supposition selon laquelle le christianisme n'a pas besoin de protection, n'a pas besoin d'espace particulier. J'ai entendu des gens dire, par exemple, que
ce retour au christianisme qui semble se produire culturellement, ce nouvel intérêt et cet enthousiasme, une sorte de nouvel éveil, ce qui pourrait précéder une seconde venue ou un enlèvement, serait une tentative de la culture de relancer la dernière chose qui fonctionne. Le vrai christianisme, Candace, serait par nature anti-establishment, d'une certaine manière un défi pour les personnes en position de pouvoir et pour les institutions puissantes. Il semble que tu aies adopté cet aspect du christianisme, mais lorsque tu regardes la scène politique moderne, avec ce qui se passe dans mon pays, un nouveau gouvernement centralisateur, autoritaire et mondialiste arrivant au pouvoir avec une part extraordinaire des voix. Ce qui s'est passé en France, une sorte de machination et d'alliance de groupes politiques afin de maintenir le pouvoir centriste, autoritaire et mondialiste de Macron, qu'il faudrait une sorte d'inversion, un nouveau radicalisme, et pourtant le seul type de radicalisme dont on parle est soit le radicalisme technologique et la gestion avancée des citoyens, soit peut-être l'islam. Je me demande ce que vous pensez de la nécessité pour ce nouvel éveil chrétien de se politiser ou du moins de devenir un défi pour le pouvoir politique en place. Vous pourrez entendre ma réponse à cette question lorsque l'interview sera publiée. Mais voici ce que je peux dire. Je suis très conscient des raisons pour lesquelles je suis attaqué. Évidemment, ils ne pensent pas que je sois un négationniste de l'Holocauste, pas plus qu'ils ne croient que je sois un partisan de la Terre plate. Mais ils comprennent que je parle de concepts chrétiens. Je parle de l'histoire chrétienne. Je parle du fait que des chrétiens ont été massacrés à travers l'Europe. Et ensuite, on a vendu des mensonges aux Américains à propos de ces massacres. Et donc, ils ont sorti un extrait de son contexte parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient. Le documentaire de la BBC que j'ai analysé dans cet épisode, The Savage Peace, où l'on apprend que des civils allemands, des chrétiens allemands, ont été massacrés en masse par les Alliés. Cela a été caché. La plupart des Américains ne le savent pas, et la plupart ont été choqués de l'apprendre. Et donc, ils veulent que je disparaisse parce que, eh bien, ce qui s'effondre alors, bien sûr, c'est tout ce récit selon lequel nous combattons toujours les méchants. Voici ce que je crois. Je crois que c'est, et que ça a toujours été, une guerre sainte. Je crois qu'il y a des forces spirituelles à l'œuvre qui essayent de rendre l'Amérique athée et de faire croire aux Américains en rien d'autre qu'au gouvernement, en plus de gouvernance comme solution à tout. Et plus j'examine l'histoire en l'analysant à travers le prisme du christianisme, plus je suis choquée par ce que je découvre. Parlons de la Seconde Guerre mondiale. Prêt? En fait, je pense que si j'écrivais un livre sur l'Amérique, sur l'implication américaine dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je l'intitulerais « Oups! Nous avons encore accidentellement bombardé des chrétiens ». Et le sous-titre serait « Mais c'était un accident. C'était totalement un accident, je le jure. » Ou alors « Ça n'avait pas d'importance, je le jure. » Ou bien « Mais on était obligé de le faire, je le jure. » Oui, c'est incroyable, mais quand on commence à regarder à travers le prisme du christianisme, on commence à se poser une question. Combien de fois peut-on accidentellement bombarder un monastère chrétien ou une cathédrale chrétienne avant qu'on ait le droit de se demander si, peut-être, ce n'était pas un accident du tout? Si, peut-être, c'était intentionnel. Si peut-être c'était une véritable stratégie, si les chrétiens de l'Ouest avaient été fortement endoctrinés par Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, comme ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de permettre les atrocités de masse commises contre les chrétiens de l'Est, je ne fais que poser une question. Je me pose ces questions depuis un certain temps déjà. Je ne fais pas que les poser à voix haute. Pour moi, tout a vraiment commencé lorsque j'ai fait ce pèlerinage de la Charte. Et tu te souviens, je l'ai fait. Un pèlerinage de 3 jours avec des catholiques, et nous avons marché jusqu'à Chartres, la cathédrale de Chartres, c'est-à-dire. Elle a une histoire merveilleuse. En août 1944, les forces américaines approchèrent de Chartres, et elles croyaient, à cause de mauvaises informations, que les tours et les clochers de la cathédrale étaient utilisés par l'ennemi. Et quelqu'un dans leur rang a dit « D'accord, en fait, je ne sais pas si ces renseignements sont fiables. » On leur a dit que ce bâtiment devait être détruit. Il y a des nazis à l'intérieur. Avant que le bombardement ne soit ordonné, Clooney Wellborn Martineau Griffith Jr., un véritable héros, s'est porté volontaire parce qu'il se sentait très partagé à propos de cet ordre. Il a dit « Je vais me faufiler à travers les lignes allemandes pour voir si ces renseignements sont vrais ou non. » Lui, et il a emmené une autre troupe avec lui, ont réussi à éviter l'ennemi, ont grimpé les tours de la cathédrale et ont confirmé qu'il n'y avait absolument aucun ennemi. Non. Donc l'ordre de bombardement a été annulé. La cathédrale de Chartres est toujours debout.
Mais pour être clair, ce n'est pas l'histoire de la majorité des cathédrales qui ont été bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici une autre histoire, et vous l'avez peut-être déjà entendue. Si vous êtes catholique, vous le savez probablement. Moncassin, en Italie. La même chose s'est produite. Les forces alliées ont reçu des informations selon lesquelles les Allemands allaient utiliser Monte Cassino. Quoi? Non, ils devraient le bombarder. C'étaient des informations ambiguës concernant la localisation des Allemands qui étaient considérées comme valables. Cependant, jusqu'au dernier jour précédant le bombardement, Martino Matranolo, un moine qui était resté au Mont-Cassin, affirmait que non, personne n'utilisait le lieu. Non, c'est simplement notre monastère, avec une histoire extraordinaire derrière lui. Mais devinez quoi? Malgré le fait qu'un Américain ait contesté et dit qu'il ne fallait absolument pas bombarder cet endroit, cela s'est tout de même produit. Ils ont bombardé l'abbaye et des moines y ont été piégés pendant le bombardement. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, la une du Guardian a tout expliqué. Regardez, la voici. Une erreur a conduit au bombardement du Mont-Cassin. Le monastère détruit à cause d'une erreur de traduction d'un officier du renseignement britannique. Ça n'arrêtait pas de se produire. C'était une erreur. C'était un mauvais renseignement. Et la traduction n'a pas été transmise correctement. Et j'imagine que les troupes américaines n'ont pas pu comprendre l'accent britannique ou quelque chose comme ça. Bien sûr, le théâtre de Cologne n'a pas eu autant de chance. Il a lui aussi été bombardé par les Alliés en 1944, tout comme la cathédrale de Königsberg, anéantie par les Soviétiques en 1944. Personne ne s'en soucie, sans doute parce qu'ils étaient allemands. Je suis sûr que tout cela n'est qu'une coïncidence, d'ailleurs. À Dresde, alors que les chrétiens se préparaient à célébrer le mercredi des cendres, ils ont littéralement été réduits en cendres. Ce qui s'est passé à Dresde était un crime de guerre. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. C'était un véritable crime de guerre. Et oui, encore une fois, ce n'est qu'une coïncidence que cela se soit produit le mercredi des cendres. Mais c'est arrivé. Et bien sûr, si vous parlez de Nagasaki, les gens s'énervent vraiment sur Twitter. Oh non, les médias sionistes vont s'en prendre à moi violemment parce que comment oses-tu, Candace? Comment oses-tu parler de Nagasaki? Parce que là aussi, ce n'était que des choses qui se sont passées. Vous savez, ils allaient bombarder un autre endroit. Et puis, ils ne savent pas qui a donné les ordres. Mais quelqu'un a dit, faites plutôt Nagasaki. Alors, par un matin nuageux du 9 août 1945, un bombardier B-29 nommé Boxcar de l'US Army Air Force a survolé la ville portuaire japonaise de Nagasaki et a largué une bombe à implosion au plutonium radioactif à 300 mètres de la deuxième plus grande cathédrale catholique romaine d'Extrême-Orient. Elle s'appelait la cathédrale Urakami de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Donc oui, à 11h02, lorsque la bombe a été larguée sur la cathédrale, Nagasaki était la ville la plus chrétienne du Japon. Et les 2/3 de la population catholique ont péri ce jour-là dans cette ville. Mais encore une fois, ils ont dû faire cela pour mettre fin à la guerre. Et c'est simplement qu'ils ont bombardé là plutôt qu'ailleurs. Ne posez pas d'autres questions. En fait, si vous le faites, vous êtes un monstre. Je suppose que les prêtres d'Hiroshima ont eu plus de chance. Voici une vue aérienne de l'église Notre-Dame de l'Assomption après le bombardement du 6 août 1945. Oui, une autre bombe nucléaire a été larguée. Malheureusement, un petit groupe de prêtres peut être vu debout sur la route devant leur église. Bien qu'ils se trouvaient à l'épicentre du bombardement, venant tout juste de terminer leur messe du dimanche, ces prêtres jésuites ont survécu. Mais encore une fois, ne réfléchissez pas trop à cela. De mauvaises informations et des accidents arrivent tout le temps. En fait, cela continue aujourd'hui. C'est étrange au Canada. Tu as entendu parler de ça? Vous vous souvenez, il y a 3 ans, quand il y a eu cette grosse affaire qui a éclaté au Canada? Et en gros, la gauche est devenue dingue parce que ça leur permettait d'être ouvertement hostiles envers les chrétiens. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé une fosse commune contenant les restes d'enfants autochtones qu'ils auraient soi-disant découverts sous une église catholique. C'est bien ça? Alors ils disaient « Oh, ici, c'était une école résidentielle gérée par l'Église catholique pour le gouvernement. Nous venons juste de déterrer ces ossements des peuples autochtones. » Donc maintenant, on se rend compte que les catholiques auraient massacré en masse les autochtones. Devine quoi? Toute cette histoire s'est avérée être un canular. Je crois que le terme que les gens aiment utiliser, c'est une accusation de meurtre rituel contre les chrétiens. Et devine ce qui s'est passé à cause de cette accusation de meurtre rituel contre les chrétiens. Encore une fois, c'était il y a seulement 3 ans au Canada.
Au moins 85 églises catholiques à travers le Canada ont été détruites par des incendies criminels ou vandalisées, profanées. Et le Parti politique canadien a applaudi cela. Il disait « Ouais, allez-y contre ces catholiques ». 85 catholiques. Des églises catholiques au Canada ont depuis été détruites sur la base d'un mensonge que les médias traditionnels ont laissé circuler librement. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Ils ont même récolté de l'argent pour soutenir l'enquête sur les fausses communes. Tout cela était un mensonge. Tout cela était un canular. Et personne ne s'en soucie parce qu'il s'agit de chrétiens. Et les chrétiens, vous êtes censés être soumis. Vous êtes censés exécuter les volontés des autres religions. En fait, vous devriez en faire le maximum pour les autres confessions. Et si vous commencez à parler de votre foi, si vous commencez à reconnaître cette tendance à la désinformation et que les églises catholiques sont ensuite bombardées, détruites et attaquées, eh bien, cela ferait de vous un problème. Cela ferait même de vous, potentiellement, un idiot qui croit que la Terre est plate ou qui nie l'Holocauste. Alors ne faites pas ça, chrétiens. Ne commencez pas à examiner votre propre histoire et à vous exprimer à ce sujet. Cela ferait de vous quelqu'un comme moi. En parlant du christianisme, s'il y a bien une chose pour laquelle nous nous battons en tant que chrétiens, c'est la vie. Et c'est un sujet que Russell Brand et moi avons abordé. Nous avons parlé de l'avortement. Nous avons discuté de ce que signifie être pro-vie aujourd'hui. Selon un rapport récent, Planned Parenthood continue d'engranger des milliards malgré la diminution du nombre de clients. La principale conclusion est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, y compris des millions provenant des fonds publics. Avec Preborn, c'est-à-dire vous et moi, nous avons l'opportunité concrète de leur prendre leur clientèle, ce qui signifie que nous pouvons sauver les bébés qu'ils essaient de tuer. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant plus de 200 vies de bébés chaque jour sans aucun financement gouvernemental. Le réseau de cliniques Preborn est implanté dans les coins les plus sombres du pays, affrontant directement les géants de l'avortement, et ils ont besoin de notre aide plus que jamais. Lorsque vous faites un don de 28 $ à Preborn, vous offrez une échographie gratuite à une future mère en situation de crise. Car une fois qu'elle entend ce battement de cœur et voit cette vie précieuse, les chances de survie de son bébé doublent. Alors, s'il vous plaît, parrainez la vie d'un bébé précieux aujourd'hui. Votre don déductible d'impôt ira directement au sauvetage de vie de bébé. Il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». C'est dièse 250 bébé, où vous pouvez aller sur preborn.com/Candace. C'est preborn.com/Candace. Très bien, il est maintenant temps de passer à quelques histoires. Avant de commencer cette première histoire, nous sommes tout près d'atteindre les 2 millions d'abonnés. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous regardez ceci sur YouTube. Allez soutenir l'émission en vous rendant sur local.com, trouvez-moi et faites un don si vous le pouvez. Très bien. Pour commencer, j'aimerais parler de Violette Affleck. J'aimerais parler des Affleck en général et sincèrement, j'adorerais discuter avec Ben Affleck, mais nous savons que cela n'arrivera jamais. Hollywood est tout simplement une étude du démonisme. C'est vraiment le cas. Et j'espère qu'à force d'écouter cette émission, vous le reconnaissez et que vous voyez les signes partout. Et j'aimerais pouvoir vous en dire plus sur ma conversation avec Russell Brand, mais nous avons spécifiquement parlé d'Hollywood et de la façon dont, en gros, tout ce que dit la Bible, ils vendent l'inverse, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'ils croient, au fond, que leur Dieu, c'est le gouvernement. Je n'aime pas parler des enfants dans cette émission, mais ce que je dirais, c'est que ces enfants qui sont mis en avant dans la sphère publique, les enfants de ces célébrités hollywoodiennes, reçoivent toujours une couverture médiatique et quoi qu'ils fassent, cela semble devenir la tendance à suivre parce que les gens veulent leur ressembler. Et la famille Affleck, vous savez, ils ont une fille qui, je crois, s'est récemment déclarée non-binaire. Et elle a appris à être non-binaire parce qu'elle traînait avec l'enfant de J-Lo, ou alors elle est trans. Je ne me souviens plus exactement lequel c'est, mais c'est ce qui se passe. Et maintenant, il y a cette autre fille qui semble s'identifier à son genre. Elle s'appelle Violette Affleck. Elle vient d'avoir 18 ans. Et elle fait un peu parler d'elle en ce moment parce qu'elle est descendue à Los Angeles, au conseil du comté, et elle a décidé de témoigner en faveur des obligations de port du masque parce qu'elle pense que ces obligations permettront de sauver plus de vies. Écoutez ce qu'elle avait à dire. Violette Affleck, résidente de Los Angeles, première fois électrice, j'ai 18 ans. J'ai contracté une maladie post-virale en 2019. Je vais bien maintenant, mais j'ai vu de mes propres yeux que la médecine n'a pas toujours de réponse aux conséquences même des virus mineurs. La pandémie de Covid-19 a mis cela en évidence de façon encore plus marquée.
Une infection sur 10 entraîne un Covid long, une maladie neurologique et cardiovasculaire dévastatrice qui peut priver les gens de leur capacité à travailler, à se déplacer, à voir et même à penser. Cela risque d'aggraver notre crise du sans-abrisme ainsi que la souffrance de nombreuses personnes dans notre ville. Cela touche le plus durement les communautés de couleur, les handicapés, les âgés, les trans, les femmes et les travailleurs essentiels. Face à la crise du Covid long, j'exige la disponibilité de masques, la filtration de l'air et la lumière UVC lointaine dans les bâtiments gouvernementaux, y compris les prisons et centres de détention, et l'obligation du port du masque dans les établissements médicaux comptés. Nous devons élargir l'accès à tests et traitements gratuits et de haute qualité. Et surtout, le comté doit s'opposer à toute interdiction du port du masque, quelle qu'en soit la raison. Elle ne nous protège pas davantage. Elle rend les membres vulnérables de notre communauté moins en sécurité et empêche tout le monde de participer pleinement à la vie à Los Angeles. Merci. Je vais essayer d'être très bienveillant ici. Tout d'abord, elle a 18 ans et je sais que les gens la critiquent énormément. J'éprouve sincèrement de la peine pour elle car elle est élevée par 2 personnes qui ont manifestement cédé aux caprices d'Hollywood vu les choix que l'on peut observer dans ce foyer. Mais l'autre chose que je veux dire, c'est que quand on a 18 ans, on a tendance à être un peu stupide, non? On prend des décisions, on dit des choses et ce qu'on croit à 18 ans, on ne le croira plus à 35 ans, comme moi aujourd'hui. Donc, j'essaie de ne pas juger les gens sur leurs opinions à 18 ans, parce que je n'aimerais pas qu'on me juge sur ce que je pensais à cet âge-là. Et on est un peu rêveur, on croit que les solutions peuvent être aussi simples, et la majorité des jeunes, probablement pas elles, sortent du système scolaire public. Et on les forme à croire, on leur fait croire par la propagande que le gouvernement peut apporter une solution à chaque problème de la société, qu'il suffit d'avoir plus de gouvernance. Donc, je veux vraiment parler de ce qu'elle dit sans l'attaquer personnellement, parce qu'elle a besoin de temps pour mûrir. Et elle a probablement besoin de temps pour grandir en dehors du comté de Los Angeles, soyons honnêtes. Et peut-être qu'elle pourrait venir ici dans le Tennessee, parmi des gens comme moi qui n'ont jamais porté de masque. Ici, notre foi est vraiment en Dieu, pas dans le gouvernement. Et nous comprenons que ce n'est pas le gouvernement qui te maintient en vie. Et aussi, évidemment, ce qu'elle oublie ici, c'est que Fauci a admis qu'ils avaient inventé toute cette histoire de masque. Donc, pour parler de ce qu'elle fait réellement, parce que c'est plus important, elle porte encore un masque et on voit ce genre de personne. Taylor Lorenz porte aussi encore un masque. C'est une ancienne journaliste ou une journaliste actuelle du Washington Post. Et j'ai en fait vu des extraits de Violette à cause de la célébrité de son père portant un masque. Et je me demandais dans ma tête, pourquoi porte-t-elle constamment un masque? Et c'est là qu'on en arrive quand on dit qu'il faut reconnaître que le gouvernement a, en gros, lu la Bible. C'est ça. Les satanistes ont lu la Bible et se sont dit, comment pouvons-nous recréer cela pour que les gens croient que nous sommes les créateurs, qu'ils viennent à nous pour la vie? Nous leur dirons que la Bible est fausse, alors qu'en réalité, nous essayons de créer un système qui imite la Bible en inversant tout ce qu'elle contient. Donc maintenant, c'est le gouvernement qui va vous maintenir en vie, c'est ça. Et elle est tellement dévouée à cette foi que l'un des sacrements consiste à porter un masque, à se couvrir le visage, parce que les experts, qui sont tous leurs petits demi-dieux, sont venus lui dire que c'est ce qu'elle devait faire. C'est ce que tu dois sacrifier, tu vas sacrifier ton visage et nous, on va te garder en vie. Encore une fois, cette science a déjà été discréditée, non? Ce n'a jamais été de la science parce que c'était une foi. C'est pour ça que j'ai dit que la science est devenue une foi. Les gens disent que la façon correcte de le dire, c'est le scientisme. Et moi, je dis oui, eh bien, je pense que la science dans son ensemble est juste devenue du scientisme. Et tu peux voir à quel point elle est engagée dans cette foi. Elle a fait ce qu'ils ont dit et elle ne veut pas enlever le masque parce qu'elle le porte depuis si longtemps. C'est devenu une partie de son identité, c'est ça. Donc, elle est aussi attachée au port du masque que je le suis à la foi catholique. OK, elle est vraiment engagée là-dedans. Et donc, la prochaine étape pour montrer à quel point elle est dévouée à cette foi, c'est d'aller voir le gouvernement et de faire cette demande, de supplier publiquement, s'il vous plaît, plus de gouvernance. Et non, la prochaine fois que vous ferez cela, même les gens, c'est ce qu'elle dit, même les gens qui ne portent pas de masque, il faut leur imposer. Il ne peut y avoir aucune exception. Même ces bébés de 3 mois qui pleurent dans l'avion, il faut leur mettre un masque. C'est ce qu'elle demande. Elle dit qu'il ne peut y avoir aucune exception ici. Nous devons tous être forcés de baisser la tête et de croire et de plier le genou devant la gouvernance. Elle est soumise à la gouvernance. Elle sait, elle croit que c'est ça le vrai Dieu dans la vie. Et si seulement tout le monde pouvait le voir, le monde irait mieux. C'est ce qu'elle croit vraiment. C'est malsain. C'est une maladie. Et malheureusement pour elle, elle est très jeune. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Et donc, j'aimerais que, lorsque les gens critiquent cela,
Il se contente de critiquer ce qu'elle dit sans s'attaquer à qui elle est parce qu'elle n'a aucune idée de qui elle est. Elle a grandi dans une secte et elle ne sait même pas que c'en est une tant qu'elle n'en est pas sortie. Lorsqu'elle sortira de la secte, elle pourra voir les choses pour la première fois. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de Russell Brand. C'est pourquoi il est brillant à écouter, car il en a fait partie et en est sorti. Regardez ce que sa vie est devenue depuis qu'il a quitté Hollywood. Il parle de liberté. Il parle de véritable but et il a trouvé Dieu. Donc, cela me rend triste quand je vois ça, mais c'est important d'en parler parce que le système scolaire public existe pour créer des personnes comme Violette. La culture existe, n'est-ce pas, pour créer des personnes comme Violette, pour lui dire quelles idées elle doit avoir et quels sacrifices elle peut faire. Et dans ce cas, son sacrifice, c'est tout son visage. Et bien sûr, la plupart d'entre nous comprennent que ce qu'elle demande, ce sont des impôts plus élevés, n'est-ce pas? Il faut juste qu'on dépense toujours plus et plus de ce qui a été durement gagné. L'argent des contribuables, parce qu'évidemment, c'est la solution. Il suffit que nous sacrifions encore plus de notre argent durement gagné. Et je pense que après tout ce que nous avons traversé cette année, après l'inflation que nous avons connue ces 4 dernières années, et en voyant nos impôts financer ces guerres sans fin, en assistant à la persécution d'un opposant politique comme dans une république bananière, après avoir vu tout cela, nous nous demandons tous ce que nous pouvons faire pour défendre notre argent durement gagné. Je sais ce que je fais. Je diversifie avec de l'or et de l'argent. Un type de monnaie que cette administration ne peut pas facilement contrôler ou dévaluer par l'inflation. Pour cette émission, je me suis associée à la société de métaux précieux la mieux notée, Goldco. Non seulement Goldco soutient ma nouvelle émission, mais ils m'aident aussi à diversifier et à protéger mon argent contre les guerres sans fin, la dette et l'inflation de ce gouvernement. Et en ce moment, ils offrent à mon audience jusqu'à 10% de bonus instantané en argent si vous êtes éligible, mais seulement dans la limite des stocks disponibles. Alors, rendez-vous sur Candace pour en savoir plus. Vous recevrez gratuitement un kit de protection de patrimoine pour vous informer sur la façon dont les métaux précieux peuvent vous aider. Il suffit d'aller sur Candace. C'est Candace parce que c'est vraiment un endroit sympa où aller. J'adore ça. J'adore vraiment ce nom de domaine. Donc, clou dans le cercueil, clou dans le cercueil. George Clooney, vous savez, c'est notre démocrate hollywoodien attitré. Il est partout où il doit être, à chaque levée de fonds, serrant la main de tous les puissants, nous disant sans cesse comment voter. Il fait vraiment partie, vous savez, du cercle très fermé. Je ne lui fais pas confiance, du tout. Et donc, c'est ainsi que l'on sait vraiment que c'est fini pour Biden, que la décision a été prise par la CIA. Alors, il doit simplement se retirer parce que George Clooney est maintenant en train de quitter le navire sous la forme d'une tribune très émotive qu'il a écrite pour le New York Times. Et il commence en vous disant qu'il aime Biden. Il écrit « J'aime Joe Biden en tant que sénateur, en tant que vice-président et en tant que président. Je le considère comme un ami et je crois en lui, je crois en son caractère, je crois en sa morale. » Au cours des 4 dernières années, il a remporté bon nombre des batailles auxquelles il a été confronté. Mais la seule bataille qu'il ne peut pas gagner, c'est celle contre le temps. Aucun d'entre nous ne le peut. C'est dévastateur de le dire. Mais le Joe Biden avec qui j'étais il y a 3 semaines lors de la levée de fonds n'était pas le Joe Big Effing Deal Biden de 2010. J'aime ça parce qu'il remonte à 2010. Joe Biden était clairement le même Joe Biden qu'il était lorsqu'il s'est présenté à la présidence des États-Unis, mais personne n'en avait rien à faire. Je veux dire, personne ne s'en souciait, vraiment. Et maintenant, il le jette sous le bus. Ça me donne presque envie de défendre Joe Biden parce que c'est tellement évident, leurs attaques contre lui sont tellement, évidemment, planifiées et coordonnées. Et on leur dit tous de faire ça. Vous croyez qu'ils ont juste trouvé le courage comme par magie? Comme il l'a dit, il a vu Joe Biden lors d'une collecte de fonds il y a quelques semaines. Pourquoi n'a-t-il pas écrit cet éditorial plus tôt que les débats? C'est par curiosité. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Il continue. Il écrit « Était-il fatigué? Oui. Un rhume? Peut-être, mais nos dirigeants de parti doivent arrêter de nous dire que 51 millions de personnes n'ont pas vu ce que nous venons de voir. Nous sommes tous tellement terrifiés par la perspective d'un second mandat de Trump que nous avons choisi de l'ignorer. Chaque signe d'avertissement. OK, t'es vraiment ridicule ici, George Clooney. Personne n'a eu plus d'accès à Joe Biden que toi et Jill. D'accord. Et toi, comme je l'ai dit, tu lui as tenu la main. Je me souviens avoir vu ces photos qui ont été publiées de lui. Et à l'époque, les médias ont rapporté que sa femme, qui est aussi une résidente démocrate, comme je dirais, n'a pas assisté à la collecte de fonds parce qu'elle est fâchée contre lui à cause de ce qui se passe à Gaza. C'est ça. Elle pense que ce qui se passe à Gaza, elle a utilisé sa plateforme Amala pour dire qu'elle croit qu'il s'agit d'un génocide et donc elle n'a pas accompagné son mari. Mais son mari y est allé.
son mari a parlé à Joe Biden. Son mari s'est rendu compte, comme il l'a toujours su, qu'il était en plein déclin mental, qu'il souffre probablement de la maladie de Parkinson, qu'il n'est pas capable de communiquer efficacement. Et malgré cela, il n'a rien fait parce que George Clooney a un gestionnaire. Évidemment, il y a des personnes qui disent à ces acteurs et actrices quand ils ont le droit de s'exprimer. Et aujourd'hui, on a besoin que tu fasses la promotion du vaccin contre le COVID. Et ils le font, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a besoin que tu adores Joe Biden et que tu dises qu'il est incroyable, et ils le font. Et à un moment donné, ils ont tous reçu le même message. OK, c'est fini pour Joe Biden. Il est temps d'annuler Joe Biden. Sois bienveillant dans ta façon de t'exprimer. Et c'est exactement ce que ça donne à lire. C'est juste George Clooney qui vise un Oscar. OK, George Clooney qui fait de son mieux pour jouer la comédie et faire semblant d'être surpris par tout ça. Et maintenant, il est en fait temps de reconnaître ce que nous avons tous toujours su. Je vais juste vous lire un autre passage de cela. Est-ce que ce serait compliqué? Oui. Un démocrate parle de remplacer Joe Biden ou que Joe Biden démissionne. Est-ce que ce serait compliqué? Oui. Le Parti démocrate est compliqué. Mais est-ce que cela dynamiserait notre parti et réveillerait les électeurs qui, bien avant le débat de juin, s'étaient déjà désintéressés? C'est certain. La courte période avant le jour de l'élection serait un avantage pour nous, pas un danger. Cela nous donnerait l'occasion de mettre en avant l'avenir sans autant de recherches d'opposition et de campagnes négatives qui accompagnent ces saisons électorales ridiculement longues et coûteuses. Tu sais, en conclusion, et il ne l'a probablement même pas écrit lui-même. C'est un truc, les gens font ça. Ils ont des gens qui écrivent des articles et ils leur demandent juste « Est-ce qu'on peut mettre ton nom dessus et le publier ?» Donc, il est probable que cela ait été écrit par quelqu'un de la campagne de Biden. George Clooney fait partie de leurs potes. Ils l'ont contacté. Ils lui ont dit « On va mettre ton nom sur cet article pour qu'il devienne viral, que les gens le lisent et y croient, c'est ta parole. » Et George Clooney dit oui parce que George Clooney est une marionnette de l'establishment. C'est la réalité. Il y a plein d'acteurs, Sean Penn en fait partie, toutes ces personnes qui ont immédiatement pris l'avion pour aller traîner avec Zelensky en zone de guerre, parce que c'est exactement ce que feraient des acteurs. Ils sont tellement courageux, ils risqueraient totalement leur vie pour aller jouer une chanson. C'était qui déjà? Bono ou U2 qui sont allés jouer une chanson dans le métro. Franchement, c'est une blague! Tout ça n'est que de la mise en scène, mais bien sûr que c'est de la mise en scène. Au bout du compte, ce sont des acteurs. C'est ce qu'ils font. Ils continuent à jouer la comédie. Ils ont fait semblant qu'il allait bien. Et maintenant, on leur demande de faire comme s'il n'allait pas bien. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, pour le grand public américain, on a l'impression de reculer chaque mois au lieu d'avancer. Les factures sont plus élevées que jamais. Et on a l'impression que tout ce qu'on gagne chaque mois, on doit ensuite le dépenser. On doit sortir la carte de crédit pour couvrir la différence et la dette ne fait que s'accumuler. Mais si vous êtes propriétaire de votre maison, je vous invite à appeler mes amis chez American Financing. Ils peuvent vous aider à sortir de ce cercle vicieux. American Financing permet à des gens comme vous d'économiser en moyenne 854 $ par mois. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 800 $ de plus chaque mois, sans avoir à vous soucier de ces paiements mensuels minimum. Et encore mieux, cela ne vous coûte absolument rien de découvrir combien vous pouvez économiser. Il suffit d'un appel rapide à American Financing. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourrez peut-être retarder 2 paiements hypothécaires. Tu pourrais totalement utiliser cette pause. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez votre parcours vers une vie sans dette de carte de crédit. 800-795-1210. C'est le 807-95-12-10. Très bien, les gars. Passons maintenant à certains de vos commentaires. Écoutez, les gens ont eu beaucoup de sentiments hier à propos de mes propos sur Jordan Peterson. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je rapporte, évidemment, ce que je vois. Ce n'est pas de ma faute, d'accord, si je reconnais que beaucoup de personnes qui suivaient Jordan Peterson s'en sont détachées, des hommes qui croyaient vraiment en lui. Je veux dire, vous pouvez voir les commentaires. J'ai fait dédicacer mon livre par lui, genre « Qu'est-ce qui se passe ?» Et beaucoup de cela est dû à ce qui se passe sur Twitter et au fait que Mikhaila Peterson appelle à la censure. C'est une personne qui se présente comme la manageuse de Jordan Peterson, sa fille, et parfois sa porte-parole. Elle a appelé à la censure. C'est digne d'intérêt, peu importe la façon dont on le présente. Et ce n'est pas personnel. Jordan Peterson a toujours été très gentil avec moi, mais nous devons en parler. J'ai besoin de clarté sur ses positions concernant la liberté d'expression, car ce n'est pas ce qu'il défendait auparavant. Et j'espère que ce n'est que sa fille qui parle en son nom ou qui parle, je suppose, au nom de la famille. Mais cela me rend quand même nerveux. Je veux l'entendre le dire, qu'il ne croit pas cela, qu'il ne pense pas que les gens devraient être censurés pour avoir utilisé le mot « ordure ».
Michaela Peterson a commenté qu'elle était en pleine crise sur Twitter. Elle a écrit « 1/5 des Américains prennent des psychotropes. Ils sont presque impossibles à arrêter et provoquent un sevrage. Tellement sévère, surtout après une utilisation à long terme, que la plupart des gens restent sous traitement. J'espère que nous ne souffrirons jamais comme il a souffert en arrêtant ses médicaments. Avant tout, Michaela, ce n'est pas parce que je ne vis pas ma vie et chaque chose personnelle qui m'arrive sur Internet que tu peux penser que je ne sais rien. Sur la dépendance aux drogues ou que je n'ai jamais rien vécu, c'est n'importe quoi. C'est une façon horrible de présenter ton argument. Je pense que chaque famille, malheureusement en Amérique, a été touchée d'une manière ou d'une autre par la drogue. C'est simplement la réalité dans laquelle nous vivons. Et je ne fais pas exception à cette règle. Encore une fois, ce n'est pas parce que je ne porte pas mon cœur sur la main que je n'ai pas traversé beaucoup de choses. Je dirais même que j'ai probablement vécu plus de choses avant mes 10 ans que tu n'en as vécu dans toute ta vie. C'est ce que je pense. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort. Je suis ici pour parler de pourquoi il cautionne, donne une tribune ou ne dit rien à propos de tes appels extrêmes à censurer la parole. Ce sont des positions extrêmes. Nous ne défendons pas cela, surtout pas du côté conservateur. Vagabond écrit « J'espère que JP verra ceci et acceptera ton offre, l'offre de venir s'asseoir et discuter de tout cela. En tant que personne qui a vraiment pris à cœur ce qu'il disait lorsque ma vie allait très mal, j'ai considérablement amélioré ma vie en partie grâce à lui. Ça fait mal de le voir tomber à un niveau de manipulation sans fondement et d'insultes. Les tweets de sa fille étaient tout simplement puérils. Quand on accepte de débattre et de discuter avec des communistes, des marxistes, des sionistes, des gauchistes, des musulmans, des djihadistes, des athées, mais pas avec un nationaliste chrétien, cela montre qu'il y a une raison plus profonde derrière tout ça. C'est un commentaire très intéressant et je n'y avais pas pensé, et cela pourrait aussi expliquer pourquoi les gens se demandent s'il va simplement protéger le sionisme sans vraiment suivre ses propres principes, alors qu'il dit croire en la liberté d'expression. Il s'est assis et a parlé avec beaucoup de personnes ayant des opinions opposées. Et pourtant, il semble accepter, ou plutôt faire semblant, que par exemple avec les gripers, on ne peut même pas s'asseoir avec un griper et avoir une conversation. Les gripers, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est le terme utilisé pour décrire les personnes qui suivent Nick Fuentes. Et en fait, je n'ai aucune idée de pourquoi ils s'appellent les gripers. Je ne peux même pas vous donner d'explication à ce sujet. Mais je suis radicale en ce qui concerne la liberté d'expression. Je pense qu'il faut donner la parole même à des idées que l'on considère comme horribles et rétrogrades afin de pouvoir les montrer au public. À quel point ces idées sont horribles et rétrogrades. C'est pourquoi je n'ai peur d'aucun débat. Je ne le suis vraiment pas parce que je crois que j'ai raison. Et j'ai aussi l'humilité d'accepter d'avoir tort. Et encore une fois, cela n'efface en rien toutes les contributions extraordinaires que Jordan Peterson a apportées. Et il en a apporté beaucoup. Je veux dire, il a littéralement transformé radicalement la vie de tant de personnes, mais s'il ne vit plus selon ses principes, ou si quelque chose a changé, ou si ses perspectives ont évolué, je pense que les gens méritent de le savoir, car ils ont tellement investi en lui. Je veux dire, la raison pour laquelle il est riche. C'est parce qu'il avait ses perspectives sur la liberté d'expression. Il parle de la façon dont il croit en la liberté d'expression, à quel point il croit radicalement en la liberté d'expression. Et donc, il a accepté de l'argent de personnes qui croyaient en lui. Et je pense que si tu changes de point de vue, ce que tu as tout à fait le droit de faire d'ailleurs, tu dois au moins à ton public d'expliquer pourquoi cela pourrait être le cas. Cette personne écrit « Il n'y avait plus de retour possible après « Donnez-leur l'enfer ». Donner l'enfer à qui? À une population déjà assiégée? Qui est composée à plus de 50% d'enfants? Écœurant. C'était un moment de dévoilement total que je n'oublierai jamais. Oui, comme je l'ai dit, je ne faisais que rapporter ce qui s'est passé. Et beaucoup de personnes qui ont été très sensibles à ce qui arrive aux Palestiniens ont été choquées par ce tweet. Il se peut, je crois qu'il a effectivement fait une vidéo par la suite en disant que, vous savez, il avait réagi à chaud et qu'il aurait peut-être formulé les choses différemment s'il en avait eu l'occasion. Mais pour beaucoup de gens, cela a laissé une trace. Enfin, nous avons un message de Manect. Je fais un carton sur Manect, les gars. Je vous le dis, je reçois tellement de messages de votre part chaque jour. Cette personne écrit « Bonjour, je pense que le docteur, la position de Peterson sur la censure pourrait être de ma faute. » Quoi? Quelques jours avant qu'il ne publie son premier tweet sur les démons trolls, un de mes amis avait transmis un email à JP par l'intermédiaire de Jonathan Pago, lui offrant des conseils pour développer des communautés en ligne durables. J'étais membre du premier fan club de JP sur Facebook en 2017. Lui et Michaela étaient dans le groupe et ils nous aimaient. JP a été témoin de l'effondrement du groupe
et je suis sûre que cela lui a brisé le cœur. Mon email à JP expliquait pourquoi le groupe s'était effondré et comment nous avions réussi à créer et gérer un nouveau groupe, ce qui a abouti à plusieurs mariages, dont le mien, et à d'innombrables amitiés durables. L'effondrement impliquait un afflux massif de trolls venant du groupe Facebook de Sam Harris. C'était une véritable guerre de mèmes. Je n'ai jamais eu de réponse de JP, mais son brusque revirement vers la censure, quelques jours après que j'ai envoyé cet email, me hante. Je serais plus qu'heureux de vous transférer l'email original. Facebook, bataille navale et communauté qui changent la vie, pour le contexte si vous le souhaitez. Merci pour tout ce que vous faites et je vous aime. Je ne pense pas que ce soit ça. Honnêtement, je ne pense vraiment pas que ce soit à cause de vous. Je ne crois même pas qu'il soit d'accord avec la censure. Comme je l'ai dit, je pense que ces choses sont compliquées. C'est difficile pour lui de concilier ce que dit sa fille, qu'il aime évidemment énormément, avec ce qu'il croit qu'elle, sa manageuse, pense. C'est juste que la situation est un peu incestueuse. Évidemment, je ne veux pas dire ça sexuellement. Vous travaillez avec votre famille, c'est comme une situation incestueuse. Donc c'est simplement une situation difficile à gérer pour lui. Et je pense qu'il choisit la colère comme réponse parce que les gens sont en colère contre sa fille. Et je pense qu'il est difficile de ne pas réagir quand on a l'impression que des gens s'en prennent à des membres de sa famille. Mais je l'ai dit, il a une plateforme parce que des gens ont investi en lui, et c'est la seule raison pour laquelle nous devrions le mettre face à ses responsabilités. Je ne vis pas dans une secte. Je ne travaille pas dans une secte. Jordan Peterson, pour cette raison, les gens disaient « Parlez-vous de lui car vous êtes contrarié ?» Non, Jordan Peterson a été charmant avec moi. Il a fait le Buzz Weekend à cause de l'appel à la censure de sa fille. C'est un sujet digne d'intérêt. C'est un sujet très important aux États-Unis, surtout là où nous croyons en la liberté d'expression. Donc, les fans de Jordan Peterson partout dans le monde, qui n'ont pas le même attachement à la liberté d'expression, vous n'avez pas ces droits du premier amendement, vous ne comprendrez jamais à quel point ils sont importants pour la conscience américaine. Nous attaquerons toujours, nous serons toujours en position d'attaque dès qu'il y aura des appels à la censure, quelle qu'en soit la forme. Et donc, et je n'irai même pas jusqu'à dire attaque, mais ces critiques envers Jordan Peterson viennent en réalité d'une préoccupation sincère. Et encore une fois, je dirais que je l'accueillerais volontiers dans l'émission à tout moment pour avoir une conversation, car c'est un homme très aimable qui a apporté beaucoup de choses positives à nos sociétés, en particulier aux hommes. Mais j'ai vu beaucoup de femmes dire qu'il avait aussi changé leur vie. Donc oui, à vous aussi, mesdames. Très bien. Malheureusement, c'est tout. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Nous avons abordé tellement de choses. Je vous retrouve demain.